Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, émission événement. On ne rencontre pas tous les jours l'autrice d'une œuvre qui est au programme du bac, la poétesse québécoise Hélène Dorion, est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité dans les kiosques et programmes d'histoire aujourd'hui. Le magazine Histoire Junior s'intéresse à notre dernier empereur à nous, celui que Victor Hugo avait surnommé Napoléon le Petit. Pas si petit que ça tout de même, vous allez le voir, l'héritage de Napoléon III. L'heure de la récré, toujours avec Emma, une Coupe du Monde écolo au Japon. C'est une Coupe du Monde de ramassage de déchets. Et puis rendez-vous enfin avec Amélie Paris, comme chaque semaine, notre professeure documentaliste et chroniqueuse vous raconte ses années collège, comment s'assurer que le CDI soit un espace non genré. C'est pas évident, vous le verrez, la quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Allez, on va se le dire, l'éducation nationale ne réserve pas que de belles surprises. Alors quand c'est le cas, on ne va pas bouder notre plaisir. On salue aujourd'hui, dans la quotidienne, l'inscription au programme du baccalauréat de français d'une œuvre qui cumule les exceptions. C'est une œuvre contemporaine. C'est une œuvre contemporaine dont l'autrice est vivante. Alors comme je viens de l'induire en disant autrice, c'est l'œuvre d'une femme, et elles sont rares, les œuvres des femmes dans les programmes. Et puis enfin, elle nous vient d'une région du monde qui chérit la langue française, probablement plus que nous ne le faisons ici, à savoir le Québec. J'ajouterai enfin, et j'aurais pu et dû commencer par là, que cette œuvre est aussi belle et actuelle qu'émouvante. Hélène Dorion, bonjour. Bonjour. Cette œuvre, c'est ce recueil, Mes forêts, c'est pas l'intégralité de votre œuvre, c'est un recueil qui vient de sortir ou d'être édité dans la collection Sacoche des éditions Bruno Doucet. On va évidemment en parler. Je voudrais juste que vous nous racontiez ce moment où vous apprenez que vous êtes au programme du bac français. Oui, vous êtes où? Je suis à Montréal. À Montréal, alors d'accord. Dans un restaurant, et Bruno m'appelle en fait. Donc Bruno Doucet, votre éditeur. Bruno Doucet, mon éditeur, sur son téléphone portable. Et lui, il est en Crète à ce moment-là. Ouais. Avec Muriel et Ariane, des éditions aussi. Et donc, il m'apprend que mon livre va être mis au programme du bac français. Et là, vous avez de travers En fait, oui, je suis vraiment étonnée, stupéfaite même, parce que il y a rien qui précède. L'éditeur ne pose pas la candidature, on n'envoie pas mon livre, donc je ne sais rien. Au moment où je l'apprends, j'allais dire, il est trop tard, c'est fait, c'est là. Et bien sûr, je connaissais le baccalauréat, mais disons que je prends la mesure peu à peu de ce que ça représente, de cette institution séculaire très importante ici en France, du nombre, évidemment, d'élèves, de jeunes qui vont vous lire. Jeunes qui vont me lire si les professeurs choisissent de mettre mon livre au programme. Donc, c'est à la fois extraordinaire, c'est une opportunité formidable pour moi de parler de poésie, de partager aussi ma démarche, ce en quoi je crois profondément. Et aussi, c'est une aventure un peu vertigineuse, il faut le dire. J'imagine. Alors, ce que je trouve très joli dans l'histoire, c'est que vous-même, vous êtes lycéenne quand vous rencontrez la poésie. Absolument. Il y a une espèce de passage de relais que je trouve superbe. Tout à fait. Le premier choc vraiment que j'ai eu, c'était quand j'étais l'équivalent du lycée ici en France et qu'une professeure se lève tout à coup de son pupitre et vient, marche les yeux fermés et nous récite un poème d'Émile Nelligan, un poète québécois qui fait partie de nos classiques à nous. Et donc, je la vois avoir accès à un monde que je ne connais pas du tout. Et en ressentant d'une certaine manière là où elle est, là où elle va, je me dis, moi aussi, j'ai envie de connaître ce monde-là. Et d'aller à cet endroit-là. Et aller, moi aussi, à cet endroit. Et ça a été vraiment un premier choc avec la poésie. Endroit où vous allez aller un tout petit peu plus tard, mais très tôt quand même, puisque vous commencez vous-même à en écrire à l'âge de 22 ans. Vous faites d'abord des études de philo, mais il manque, dites-vous, l'émotion, le sensible. C'est-à-dire que la philosophie, c'est évidemment très conceptuel. Il y a cette réflexion qui est très dense. Et j'adore toujours la philosophie pour son vaste champ, pour tout ce qu'elle permet d'embrasser, pour la curiosité, la soif de connaître. Mais il me semble manquer un peu d'émotion, de sensation, de chair, d'expérience immédiate de la vie, et ce que donne à mon sens, la littérature et particulièrement la poésie, donc le travail avec le langage, avec les mots et avec l'être, puisque les mots sont une manière, en fait, d'éclairer ces chemins intérieurs poétiques, disons. On va évidemment rentrer dans le texte dans quelques instants, mais je veux juste le montrer. Je pense que ça se devine même par l'effet visuel, le positionnement dans la page. Vous écrivez en vers libre, c'est-à-dire que ce n'est pas l'alexandrin classique, la métrique, etc. Dès le début, vous allez vers cette forme de poésie. Tout à fait. Pourquoi ?
Je pense que, enfin, pour moi, écrivaine contemporaine, la poésie est aussi un exercice de liberté. Je veux être libre intérieurement, je veux être libre sur la page de la même manière. Et dire le monde, j'ai besoin de cet espace de liberté. J'écris aussi des textes de chansons, par exemple. Et là, bien sûr, j'entre dans une forme bien définie, très différente du poème, mais à ce moment-là, il y a la rime, donc c'est autre chose. Mais pour moi, la poésie, c'est toujours cette liberté-là. Avec cette liberté. Qui est merveilleuse à lire. Alors je me dis, l'ancien étudiant en lettres que je suis frémit en se disant, mince, j'aurais gagné 5 points au moins en montrant que j'avais révisé mes trucs de métrique et que j'étais capable d'identifier. C'est fichu. Écrire de la poésie, dites-vous, c'est creuser dans l'ombre pour chercher à en extraire quelque chose de lumineux. Oui, pour moi, c'est vraiment prendre les mots comme des éclaireurs. C'est aller à l'intérieur de soi, mais aussi à l'intérieur du monde, à l'intérieur de cette complexité du monde. Encore plus en ce moment. On vit quand même dans un monde assez chaotique. Et on va en parler dans quelques instants, parce que ce monde chaotique, il est omniprésent dans votre poésie. C'est à la fois une poésie très forte sur l'intime, mais c'est aussi une poésie qui s'ancre, j'allais presque dire, dans l'actualité. Le titre du recueil qui a été retenu pour le baccalauréat, c'est « Mes forêts ». Mes forêts sont de longues traînées de temps, elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage. Elles glissent dans l'heure bleue un rayon vif de souvenirs, l'humus de chaque vie où se pose, légère, une aile qui va au cœur. C'est par ces mots que s'ouvre le recueil « Mes forêts » au programme du bac. Et on continue à en parler avec Hélène Dorion, juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, elle dit c'est beau. Oui, c'est beau. Ouais, c'est superbe, moi, je vais vous dire, Emma. On va essayer de rendre grâce, d'ailleurs, à la beauté du texte. L'Anti-Sèche, l'actualité, les programmes. L'actualité, elle est dans les kiosques avec le magazine Histoire Junior, qui consacre son dossier du mois à Napoléon III, le dernier empereur français. Oui, une personnalité au destin étonnant dans une France en plein chamboulement politique, mais pas que, également économique et culturel. Napoléon III, c'est le neveu de Napoléon Bonaparte. Lorsqu'il naît, Napoléon est au sommet de sa gloire, nous sommes en 1808, mais cette gloire ne dure pas et après l'échec de la bataille de Waterloo, les Bonaparte sont bannis de France. Le jeune Louis-Napoléon se réfugie donc en Suisse avec sa mère, où il reçoit une éducation militaire. On lui apprend l'art de la guerre et il rêve de gloire militaire. Depuis tout petit, il se voit comme étant le digne héritier de Napoléon Bonaparte. Ce qui ne suffit pas tout à fait, il faut en fait une succession de bouleversements du système politique français pour qu'il arrive au sommet de l'État. Oui, on est en 1830 et à cette date-là ont lieu les trois glorieuses. Le peuple parisien se soulève et renverse le roi Charles X. C'est le dernier membre des Bourbons à avoir régné en France. Celui qui le remplace, c'est Louis-Philippe de la maison d'Orléans. Déjà à ce moment-là, Louis-Napoléon se dit qu'il a une carte à jouer parce que la situation politique est instable. De 1, qu'une partie du peuple français est bonapartiste, et enfin, parce que le fils de Napoléon Ier meurt, Louis-Napoléon est donc premier dans l'ordre de succession. Il se dit que son moment de gloire est venu. Ce qui ne va pas non plus se passer si facilement. 2 coups d'État ratés, un petit tour en prison, il y passe quand même 6 ans, et Napoléon revient, cette fois avec un réel programme politique. Tout à fait, il a eu le temps de rassembler ses idées politiques en prison, si bien que lorsque Louis-Philippe abdique après la Révolution de 1848 et qu'une nouvelle République est proclamée, Napoléon III est candidat à la première élection présidentielle de la deuxième République. C'est un franc succès. Il la remporte avec 74,5% des voix. Il a alors 40 ans et puis il est doublement légitime déjà de par son rang et désormais par le vote du peuple. Et pourtant, ses ambitions politiques ne s'arrêtent pas là. Et non, parce que là, il est élu pour un mandat unique, comme mentionné dans la nouvelle Constitution. Comme on fait dans les démocraties, cette chose un peu banale. Mais Napoléon III, la démocratie, il ne veut pas lâcher le pouvoir. Donc, le 2 décembre 1851, date symbolique parce que c'est la date anniversaire du sacre de Napoléon Ier, il fait un coup d'État. La France dit adieu à la République et bonjour à un nouveau régime impérial autoritaire. Enfin, autoritaire, Napoléon III reçoit quand même le soutien du peuple par 2 plébiscites. Il quitte alors l'Élysée pour s'installer au palais des Tuileries et devient empereur des Français en 1852. Au moment où certains vont écrire un petit peu de mal de lui, dont Victor Hugo, je le disais en introduction, mais Napoléon III
entame alors une véritable modernisation du pays qui laisse ses traces. Tout à fait. C'est un moment de profond bouleversement économique avec l'industrialisation. C'est Napoléon III qui améliore la qualité de vie des ouvriers, qui déploie 13 000 km de chemin de fer pour relier rapidement les provinces à la capitale. C'est aussi à lui qu'on doit la modernisation de Paris. Le baron Haussmann, à qui il confie les travaux qui redessine complètement Paris. C'est la création des 20 arrondissements, c'est le déploiement des grandes artères parisiennes, l'avenue de l'Opéra, la rue de Rivoli, ce qui est aussi stratégique, parce que les grandes artères sont plus difficiles à bloquer en cas de révolte du peuple. Militairement, Napoléon III renforce le prestige de la France en Crimée contre la Russie. Là aussi, ça a quelques échos avec l'actualité. Et en Italie contre l'Autriche, il affirme la place de la France sur l'échiquier européen. Oui, c'est ce qui lui permet de récupérer la Savoie et Nice en 1860. Mais quelques années plus tard, Napoléon III se retrouve en difficulté. Alors qu'il avait soutenu la Prusse contre l'Autriche en 1866, le ministre-président Bismarck se retourne contre lui en 1870. La France déclare la guerre à la Prusse et la perd. Napoléon III s'exile en Angleterre, d'où il essaye à plusieurs reprises d'organiser son retour politique, mais il n'y parvient jamais. Il meurt en 1873 des suites de maladie, et sa défaite face à la Prusse et ensuite sa mort mettent définitivement fin à l'ère napoléonienne en France. Merci beaucoup, Emma. On se retrouve dans quelques minutes pour la récré. Oui, on va partir au Japon. Génial, ça y en aura. Grand oral, Hélène Dorion. Je vous donne un deuxième extrait de Mes forêts, le recueil de poèmes de la québécoise Hélène Dorion qui vient d'entrer au programme du baccalauréat. Mes forêts sont une planète silencieuse, une éclipse qui fléchit le bois de barques à la dérive alors qu'on croirait tout immobile. Elles sont un dessin de nature morte, ignorant les écrans sur lesquels on les regarde sans jamais les voir. Mes forêts, son chemin de chair et marée de l'esprit, un verbe qui se conjugue lentement, loin de Facebook, Instagram, Twitter. Mes forêts sont des rivages accordés à mes pas, la demeure où respire ma vie. J'espère que je dis à peu près correctement. Il faut préciser qu'il n'y a pas de ponctuation. C'est gentil de dire oui. Vous n'avez pas trop le choix de toute façon. Il n'y a pas de ponctuation. Parfois, j'ai essayé de m'arrêter, mais il y a des blancs entre deux mots qui sont comme une indication de durée dans le souffle, dans la respiration. Il n'y a pas de lettre capitale. Vous dites que c'est un choix de liberté, mais c'est un choix qui contraint beaucoup la poète aussi. Non, je ne crois pas. Non. Au lieu justement de baliser le chemin, d'indiquer un chemin, c'est comme si moi-même étant libre sur ce chemin, je laisse aussi les lecteurs. Et une respiration et une place. Oui, une respiration libre et de refaire un peu la syntaxe, de voir si un vers peut aller avec le précédent, avec le suivant. Donc, on a le droit, nous aussi, de prendre cette liberté avec votre texte. Absolument. C'est génial. Je pense que c'est le but aussi de la poésie et d'un poème, c'est d'être mis en mouvement. L'émotion, ça tient aussi de cette mise en mouvement, même orale, en fait, oui. Alors, avis aux enseignants et aux jeunes, des ouvrages de poésie dans lesquels il y a un mot qui est Facebook, Instagram, Twitter... Comme ça, il n'y en a pas 36 000, donc vraiment, choisissez Mes forêts. Ça parle du monde d'aujourd'hui. Elle s'inscrit vraiment, votre poésie, dans ce monde-là. J'allais dire pourquoi ? Pour le ralentir, pour le changer, pour nous inviter à l'habiter autrement ? Oui, tout ça, en fait. Oui, et surtout pour nous inciter à retrouver peut-être ce qui fait le propre de notre humanité, c'est-à-dire on a des vies très agitées qui vont un peu dans tous les sens, où le virtuel, la technologie, on est un peu soumis à tout ça. Qui est le maître, qui est l'esclave, on ne le sait pas toujours. Donc, vous aussi, vous êtes soumise à ça ? Mais bien sûr, c'est presque impossible d'y échapper. Et le but n'est pas de ne pas être ancré dans cette technologie, dans le virtuel. C'est pas de s'en retirer, mais c'est plutôt de rester lucide et de choisir, de toujours savoir ce que je choisis et de ne pas être choisi parce qu'on veut pas vivre, en fait. Donc, c'est pas une critique négative. On en a besoin. On est dedans, mais il faut l'habiter un peu différemment. Puis il y a autant de côtés positifs et favorables que de côtés qui peuvent être contraignants et difficiles. C'est de ne jamais perdre, par exemple, le contact avec une forêt réelle pour la forêt du virtuel, de ne pas confondre les deux, en fait. Ce sont des textes, Hélène Dorion, qui sont stylistiquement très, très ciselés. Chaque vers, chaque mot, on le sent, a été pesé au trébuchet. En même temps, c'est une position qui est tout à fait immédiatement compréhensible à la première lecture. C'est important pour vous, ça, que le texte soit compréhensible, de ne pas être dans les choses obscures ou absconses. Très important. Je trouve probablement la réalité et l'être humain déjà suffisamment complexe, avec suffisamment d'opacité pour me dire, en tout cas moi, pour ma part, c'est un parti pris que j'ai pris depuis mon tout premier livre. Et je pense que ça tient aussi à une sorte de démarche intérieure. C'est-à-dire que pour moi, la poésie a été aussi, et l'est toujours, disons,
un moyen de devenir un meilleur être humain, ce qui fait quand même partie aussi de ma démarche, de ce que je souhaite, bien sûr. Et cette espèce de dénuement, cette simplicité, je pense que, en tout cas pour moi, c'est aussi important de l'avoir dans la vie que dans l'écriture. Donc, je ne me verrais pas complexifier, opacifier ce que je souhaite, au contraire, à éclairer à l'intérieur de moi et dans mon rapport aux autres et au monde. Contribuer à faire du monde un endroit plus agréable à vivre, vous sensibilisez aussi à travers ce texte un certain nombre de problèmes. Alors, il y a la beauté des forêts, mais par exemple, on croise les méga-feux. Ah oui, absolument. On croise la spoliation. Alors ça, c'est un sujet, pour le coup, qui est plus québécois. Oui. On a nos dossiers aussi en France, mais qui est la spoliation des Premières Nations et la forêt indissociable de l'expérience humaine, un tiers des surfaces émergées. Oui. Mais quand même, j'ai le sentiment, y compris pour y avoir été, qu'il y a un rapport très intense aux forêts quand on vit au Québec. Probablement. Très quotidien. Probablement. Hein. On sait le nombre d'arbres par habitant est beaucoup plus élevé. Mais moi, j'ai voulu universaliser aussi cette thématique. Et il ne s'agit pas simplement de vivre en forêt ou à la campagne. Il y a aussi des arbres en ville. Il y a aussi une manière d'être lié et de réparer le lien qu'on peut avoir au vivant, en vivant tout à fait dans un milieu urbain. Et ça, c'est aussi important. Donc, les forêts, ce ne sont pas que mes forêts, ce sont nos forêts intérieures et, comme vous le dites, les forêts du monde, de ce monde chaotique. Vous avez fait le choix, vous, d'habiter en forêt? Oui, absolument, depuis quand même plusieurs dizaines d'années. Ouais. Et ça a été un des plus beaux choix de ma vie, un élément vraiment qui a été très important. Comme si la rencontre avec moi-même, la rencontre évidemment avec l'autre par la suite, avait été éclairée par cette métaphore que représente, en tout cas pour moi, la nature, que ce soit un arbre qui nous apprend. J'en parlais tout à l'heure, l'abandon, c'est-à-dire laisser tomber ses feuilles pour pouvoir traverser un hiver, traverser les orages, qui va prendre la lumière. Et quels hivers chez vous? Oui, ce renouvellement, cette transformation aussi continue de la nature. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce lieu, de cette manière qu'a le vivant de vivre et de traverser aussi des catastrophes et des chaos. Guerre, famine, triste dureté. C'est seulement l'hiver. Sur l'écran d'aujourd'hui s'annoncent les orages de demain. Des chiffres pour ne rien dire, de l'inquiétude qui brûle nos mots. Lettres échevelées, bientôt cassées, comme PIB, NIP, FMI. Il fait un temps à s'enfermer dans nos maisons de forêt avec le bruit secret des nuages qui soufflent de l'autre côté de la nuit. Ça fait un peu écho à ce que vous venez de nous dire. Absolument. Finalement. On se retrouve, Hélène Dorion, on prend une petite récré. Nous, on fait des récrés dans la quotidienne. Ça vous va? Bien, tout à fait. Super. Merci. La Guesselle. Qu'est-ce qu'on voyage aujourd'hui? Ben oui. Le Japon, Emma, Japon, où il a été décidé d'organiser un événement assez insolite. Une coupe du monde du ramassage des déchets. C'est assez insolite. Donc l'idée est... Médaille d'or, Anne Hidalgo. Non, je plaisante. Non, j'ai pas pu m'empêcher, je suis désolée. Elle était très bonne. Et donc cette idée, figurez-vous, de cette Coupe du Monde suscite l'enthousiasme. Au Japon, une telle compétition existe déjà. Ça s'appelle Spogomi, qui est une contraction des mots sport et déchets en japonais. Voilà. Ouais. Et ça existe depuis 2008, mais le pays a décidé d'élargir le concours et à partir de ce novembre, ce sera donc une Coupe du Monde. Quel est le principe de cette Coupe du Monde? J'imagine qu'il faut ramasser un maximum de déchets en un minimum de temps. Si je devais en faire une, je la ferais à peu près comme ça. C'est exactement ça. Ouais. Dans une zone déterminée, il y a plusieurs équipes qui s'affrontent et c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc pour la Coupe du Monde, les participants auront 1 heure. Et ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge. On peut participer même lorsqu'on est enfant, on peut participer en famille. Et c'est le cas chaque année. Il y a des enfants, des jeunes et des adultes. Donc on espère que pour cette Coupe du Monde, il y en aura aussi. Et alors combien de pays participent? Alors, il y en a une vingtaine. Ah, quand même. Une majorité se trouve quand même en Asie. Il y a l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande. Mais il devrait y avoir aussi des équipes des États-Unis, du Canada ou encore d'Égypte. Pas de participation de la France pour le moment. Et les gens s'entraînent à Paris. Là, c'est exactement ça, ils s'entraînent à Paris. Donc, ouais. Coupe du Monde en novembre prochain, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup, Emma. Vous êtes remontée. Oh, c'est de l'info. Oui. Grand oral, Hélène Dorion. Mes forêts, c'est le titre du recueil d'Hélène Dorion qui vient de faire son entrée au programme du baccalauréat. Il est publié aux éditions Bruno Doucet. Au texte sont adjoints une lecture qui est proposée justement par Bruno Doucet. Et puis il y a aussi un entretien, Hélène, entre vous et Muriel Zac. Les Français adorent se quereller sur l'orthographe,
Sur les méthodes de lecture, vous faites vous brouillez les meilleurs amis avec ce genre de trucs, mais vous faites de l'animation dans tous les dîners. En revanche, il suffit de passer quelques jours au Québec pour rougir de honte quand on est français, parce qu'on se rend compte qu'on protège bien mal notre langue. Est-ce que vous avez l'impression que les Québécois se sentent dépositaires de quelque chose de beaucoup plus précieux, finalement, que le pays d'origine de la langue qui est parlée au Québec? Écoutez, c'est difficile pour moi de comparer. Je suis québécoise, ce que je peux dire, c'est le lien. lien. Paris depuis des années. Oui, mais je peux parler de mon propre lien à la langue ou notre lien à la langue au Québec. Et c'est sûr qu'étant un îlot francophone dans une Amérique du Nord anglophone, principalement, oui, je pense qu'on se fait un devoir de protéger la langue française, de faire en sorte que l'anglais, qui est notre voisin, en fait, par les États-Unis, ne s'immisce pas dans notre langue, qui, effectivement, est moins le cas ici en France. Et vous êtes choqué, vous, quand vous venez en France? Vous avez les oreilles qui saignent un petit peu en nous entendant utiliser autant de mots en anglais? J'aimerais peut-être simplement que les gens soient conscients que ce sont des mots anglais qui sont prononcés à la française, tandis que nous, si on prononce ces mots-là, on va les dire vraiment avec l'accent anglais des États-Unis. On ouvre la télé et nous, c'est directement les États-Unis qui sont là. Donc, sans doute que... oui, peut-être qu'en France, on ne sent pas que la langue est menacée. Ce n'est pas le cas au Québec, historiquement. Alors, nous, on se fait vraiment un devoir de mettre en sorte qu'on puisse protéger la langue française de différentes manières. Et individuellement, je pense que c'est aussi important. Moi, en tout cas, comme poète, comme écrivaine, je m'en fais un devoir. Ce n'est pas juste un instrument d'écriture ou de travail. C'est aussi... la langue, c'est là... C'est la lunette par laquelle je regarde le monde. Oui, et c'est la lunette surtout par laquelle je ressens le monde. Je peux dire mes émotions. Donc, c'est pas juste un instrument de communication. C'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est notre essence. En fait, ça fait partie de notre essence. Dans nos corps, il fait un temps d'ARN, de RAM, ZIPéchu, SDF et VIP. Il fait triple K, USA, Made in China, un temps de chaos pour nos émerveillements. Il fait casse-gueule, un bruit de ferraille déchire le paysage comme un vêtement usé. Il fait refus et rejet, un temps de pixels, d'algorithmes qui nous projettent sur des routes invisibles, avec l'avenir comme promesse que le vent dévore aussitôt, un peu d'écorce et de feu au creux de la main. Il fait chimère et rêve de rien du tout, un siècle de questions rudoyées. Le bord d'une falaise où chutent nos poèmes et la neige nous apprend à perdre tout ce que l'on perdra. Je voulais lire cet extrait parce que j'espère lui rendre hommage. Il faudrait presque le slammer. D'ailleurs, ou le dire en rap, il est il est hyper rythmique. Vous avez une écriture très très musicale. Et alors, vous avez proposé une liste de lecture des œuvres qui vous ont accompagné dans l'écriture. On peut la trouver sur Spotify. Et vous avez vu, j'ai dit liste de lecture, j'ai pas dit playlist. Oui, merci. Oui, en fait, on parlait tout à l'heure de rimes et d'espace entre les vers. Je pense qu'il y a une autre manière dans la poésie contemporaine aussi de recréer une musique que par la rime ou les vers bien rythmés de manière égale. Et ça s'entend. Ça s'entend, je pense, quand on vous écoute, en tout cas, on le sent très bien. Et pour moi, c'est quelque chose de très volontaire. Oui, je collabore beaucoup en musique et donc j'écoute mes poèmes aussi, je les valide aussi oralement. Je pense qu'un vers qui va être un peu bancal, on l'entend. Donc vous passez vos textes au gueuloir, comme disait Flaubert, vous lisez à haute voix. Tout à fait. On a évoqué votre rapport, le rapport de votre poésie avec les grands enjeux contemporains. On l'a fait vite, mais après vous êtes gentil, vous lisez. Et surtout, j'hésite à dire lire, vous disez dans votre tête, vous vivez ce texte. Donc ça, on l'a fait. Il y a des parties aussi beaucoup plus intimes, notamment toute une partie je crois que c'est la dernière de l'ouvrage, s'appelle Avant la nuit, où là on a l'impression de vous rencontrer enfant ou adolescente. Mais peut-être que je me trompe. Mais Non, c'est ça. C'est ça, hein? Tout à fait. Ouais. En fait, le livre est structuré en 4 parties. Et la dernière partie, contrairement à la première où les poèmes, je regarde en fait l'écorce, l'humus, l'arbre, donc le tout petit lot de la rivière qui coule, les petites bêtes sur le sol. Et la dernière partie, si on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce chaos du monde, avec cette nécessité aussi sans doute de trouver de nouveaux langages pour parler de ce qu'on appelle l'écologie, c'est-à-dire la réparation du lien au vivant, à notre maison. Je pense que la poésie est un langage immédiat qui peut le faire. Et donc, cette dernière partie fait une sorte de retour vers le passé. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a laissé passer dans cette histoire qui nous appartient, qui est celle
du début du monde. Et le début du monde, c'est aussi le début du monde. C'est votre intime. début à vous. Ouais. Tout à fait. Et à chacune, en fait, on fait partie de cette histoire, mais il faut retourner à l'intérieur de soi, dans ses intimités, ces petits événements qui ont compté et qui ont fait la grande histoire qu'on est au bout de notre vie. J'espère en tout cas que ce texte, les enseignants le conseilleront à leurs élèves et que les élèves s'en empareront. Vous allez voir, vous en emparez, même si ce n'est pas au programme du bac, hein, je vous signale. Ça n'a pas été écrit pour ça, en vrai. C'est un très très bel ouvrage. Moi, en tout cas, j'aurais aimé le découvrir ado, d'ailleurs, parce que je pense qu'il est porteur de beaucoup de thématiques qui vibrent quand on est adolescent ou jeune adulte dans le monde d'aujourd'hui. Mes forêts, Hélène Dorion, texte intégral, programme du bac 2024, c'est aux éditions Bruno Doucet, qui publie également, je le signale, vous m'en voulez pas si je vous mets avec Rimbaud et Éluard? Pas du tout. Vous assumez, hein, toujours chez Bruno Doucet. Éluard amoureux, Rimbaud, vagabond. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci. Félicitations. Emma, merci beaucoup. Merci. On est jeudi, les années collège, et l'on retrouve Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Amélie Paris, les années collège. On avait rencontré ici même en plateau Edith Maruet-Jules à l'occasion de la sortie de son livre Faire jeu égal, penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants. Aujourd'hui, vous vous inspirez de son travail. Alors, elle a beaucoup travaillé sur les cours de récréation, l'idée des cours de récréation, enfin l'usage des cours de récréation pour les garçons et les filles. Et vous, vous appliquez son travail au CDI. Ben oui, parce que c'est vrai que je suis très sensible au travail de la chercheuse, donc spécialiste de la géographie de genre et fondatrice de l'AROB, l'atelier recherche observatoire égalité. Comme vous disiez, elle a beaucoup travaillé sur les espaces scolaires et comment se joue la relation filles-garçons, et notamment la cour de récréation qu'elle voit comme un espace d'auto-organisation où les garçons ont tendance à prendre le pouvoir, notamment en jouant au foot au milieu de la cour de récré, pendant que les filles sont sur les côtés, n'osent même pas la traverser ou n'ont pas la place pour jouer à chat. Effectivement, c'est un résumé tout à fait fidèle de ce qu'elle a pu dire. Elle pose beaucoup la question, elle, du jeu ou du non-jeu dans la cour de récréation et des rôles genrés qui sont assignés à partir de là. Vous, quel constat faites-vous au CDI ? Alors, la cour, déjà, c'est un espace qui est grand, c'est un espace de loisirs, c'est un espace où on a l'impression d'être libre, alors que le CDI, c'est plus petit, c'est un espace éducatif, mais finalement, j'observe quand même les élèves depuis plusieurs mois et j'arrive à la même conclusion, c'est-à-dire une occupation inégalitaire de l'espace. Alors, le CDI du Collège Maurice Trio est fait de plusieurs espaces. Il y a un premier espace qui est un espace de lecture et de détente, avec des petits canapés qui est très agréable. On a une vue sur le jardin, on y est très bien. Il y a un deuxième espace qui est un espace de travail donc plus classique avec des tables et des chaises, et puis il y a un espace informatique. Alors, si on s'intéresse aux deux premiers espaces, c'est-à-dire l'espace de lecture et l'espace de travail, et si on regarde, on se concentre, oui, à un moment où il y a une forte affluence sur un temps assez réduit, c'est-à-dire où les élèves viennent pour se retrouver, pour discuter, pour lire un modèle, une BD, mais où ils n'ont pas vraiment le temps de travailler, eh bien les garçons sont toujours dans le meilleur espace, installés dans le meilleur espace, c'est-à-dire dans celui de détente, dans les canapés, très bien installés, pendant que les filles, elles, sont sur les chaises autour des tables. Et en fait, très vite, j'ai compris qu'elles ne voulaient pas, ou elles n'osaient pas, ou elles ne... Elles prenaient pas le... Elles s'autorisent pas. Elles s'autorisent pas, exactement, à aller dans cet espace. Et c'est un peu ce qu'elle dit d'ailleurs dans les travaux d'Edith Maruet-Jules, si je me souviens bien, et on n'a pas le droit, avec la notion de droit d'ailleurs qui est très importante. Sur la photo qu'on vient de voir d'ailleurs, les garçons occupaient absolument tout l'espace. C'est vraiment toujours le cas ou il y a des petites exceptions, j'imagine? Non, il y a quand même des moments où il y a... Ils ne sont pas là, par exemple. Il y a des moments où il y a moins d'élèves. Par exemple, quand ils ont une heure de permanence, il y a beaucoup moins d'élèves. Et donc, parfois, il n'y a que 3-4 garçons qui sont installés là, parce qu'ils rentrent, tout de suite, ils s'installent ici. Et même quand on est dans cette configuration-là, où les filles auraient la place de venir s'installer, elles n'y vont pas. Pas. En tout cas, elles ne s'autorisent pas là encore. Elles restent autour des tables. Il faut vraiment que l'espace soit complètement inoccupé pour qu'elles y aillent. Donc je faisais une blague en disant quand les garçons n'y sont pas, les filles y sont, mais c'est vraiment ça. Oui. Et est-ce que l'inverse fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que quand il y a déjà des filles installées et que les garçons arrivent, est-ce qu'ils osent y aller ou est-ce que aussi eux, ils disent bon, Non, alors eux, ils arrivent, vraiment, oui, aucun problème. Maison, canapé, maison. Mais exactement, en plus, il y a un petit angle, c'est vraiment la place qu'ils préfèrent, et ça se termine souvent, et bien les filles se lèvent et leur laissent la place, et elles vont se mettre ailleurs. Parce que au collège, en général, alors ça se vérifie à U-Trio, c'est vrai qu'il y a très peu de mixité, on ne se mélange pas, dans la cour, on ne joue pas ensemble, à la cantine, on ne mange pas ensemble, et au CDI, bien, on ne lit pas ensemble. Edith Maruet-Jules, la géographe, elle est aussi favorable à ce qu'il y ait des toilettes non séparées, et vous avez déjà mis ça en place à U-Trio?
Oui, on a mis ça en place depuis janvier. Alors, au début, tout le monde était un peu stressé, surtout les filles, mais finalement, on en avait parlé d'ailleurs. Vous avez dit que vous feriez un petit bilan, je me souviens de ça. Oui. Eh bien, le bilan est très positif. Le stress du départ est passé. Et puis, on espère que ces toilettes non genrées vont tendre vers une occupation plus égalitaire des autres espaces de l'établissement. Vous avez d'autres initiatives? Vous allez réaménager, vous, l'espace? Vous n'allez pas laisser ça comme ça. Vous connaissant. Je vais réaménager en espérant pouvoir une relation différente, différente entre les garçons et les filles. Je vais continuer de lutter contre les stéréotypes de genre en menant des séances en interdisciplinarité avec des collègues, en présentant aussi régulièrement des expositions au CDI, notamment celle du Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes Hubertine Auclair. Et ça, vous nous avez parlé, 100% règles, ça s'appelait. J'avais présenté 100% règles. Absolument, je me souviens. Oui, ça a très bien fonctionné. Ils en ont plus d'une vingtaine, ils les prêtent gratuitement, elles sont vraiment très bien faites. Je vais aussi privilégier les binômes mixtes quand il y a un travail à faire en collaboration. Et puis aussi changer les habitudes intégrées, parce qu'on en a tous. En tout cas, bon courage. Ceci étant, vous êtes censé être soutenu par votre ministre, puisque Pape Ndiaye s'est prononcé à ce sujet en début d'année scolaire, en exposant sa volonté, je cite, de lutter contre les stéréotypes et toutes les formes d'inégalité entre filles et garçons, par exemple, à travers l'occupation des cours d'école. Merci beaucoup, Amélie. Le combat continue. Merci beaucoup, évidemment, à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Sophie Coulon, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Dylan Colère. Et en régie, Saïd Mamou au son, Angèle Jean Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.